Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission. Décryptage reçoit ce soir Monsieur Jean Itadi. Il est président du Congrès africain pour le progrès. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Oh, tout le plaisir est pour moi. Ce soir, avec vous, nous allons évoquer la vie de votre parti, donc le Congrès africain pour le progrès. Nous allons également survoler l'actualité nationale, parce qu'aujourd'hui, il s'est dit beaucoup de choses. Et vous, en homme averti, ancien acteur politique dans ce pays, nous ne manquerons pas certainement de découvrir beaucoup de choses avec vous. Averti, je ne sais pas, mais en tout cas, allons-y. Alors, nous allons commencer, nous allons ouvrir une page peut-être sombre dans l'histoire de votre parti politique. Vous avez perdu coup sur coup des compagnons de lutte, des compagnons politiques, Monsieur Christophe Mukwege et Monsieur Dominique Nimi Madingu, qui étaient donc des compagnons, des vice-présidents de votre parti. En quelques mots, c'est vrai, c'est pas pour retourner le couteau dans la plaie, mais en quelques mots, comment vous avez vécu ces moments douloureux au sein du parti? Douloureusement. Christophe, je le connais depuis que j'étais étudiant. Christophe et moi, on a fait ce qu'on a pu faire ensemble, on en parlera sur le plan politique, mais je suis aussi son parrain de mariage. Je disais à un de vos confrères, le jour où il se mariait, je me souviens, le Premier ministre Louis-Sylvain Ngoma était là, il lui pose la question, mais Christophe, comment tu peux choisir un petit comme ça, comme parrain de mariage? Et il dit, c'est le parrain que j'ai choisi. On est parmi les principaux acteurs de ce qu'on appelle le 5 février 1979. Beaucoup se souviendront que le président actuel du PCT, le président Sassou Nguesso, et moi-même, sont partis prendre Christophe, qui était à ce moment-là à Madingu Kai, pour qu'il vienne au 5 février. Ça ne se sait pas, mais c'est un acteur important. Il est devenu, à la suite du 5 février, d'abord le président de la commission de contrôle et d'évaluation du parti, puis par la suite, il a dirigé les régions. Mais avant ça, Christophe Mukwege avait déjà été ministre. Il avait été le chargé de la commission de propagande du PCT. C'était un immense dirigeant. Et Nimi et moi, on s'est croisés pour la première fois un mois de mars, en 1970. Nous étions partis à un séminaire de l'UGEC avec Sianer Sévère et Joseph Matondo, former les jeunes générations qui devraient prendre en charge l'UGEC à l'époque. Ça s'est tenu à Dolisie. Ça se passe le 22 mars 1970. C'est dans cette nuit-là, du 22 au 23 mars 1970, qu'il y a eu le coup d'État de Kiganga. Oui. Et Nimi était parti faire un stage à l'UTT. Et quand nous sommes venus dans le train le soir, il a pris le train à ce moment-là. Et quand on débarque à Brazzaville, moi j'étais à l'Impérial, puisque j'étais étudiant, lui étudiant, il était au campus ici. Quand on arrive à la gare de Brazzaville, elle était déserte, il n'y avait plus de taxi et consorts. Par la suite, on a fait du chemin avec lui aussi, bien sûr. On a utilisé ce que nous avions l'un l'autre, nos relations, notre petit réseau de relations, nos petites idées pour contribuer à la victoire de Pascal Lissouba. Et je crois qu'on peut dire que nous avons fait notre travail. Quand on les voit, on a l'impression que, ma foi, comment on va faire pour faire sans eux? Mais la vie et le parti commandent que pour ce qu'ils ont fait, pour leur contribution, pour leur mémoire, la vie commande que nous puissions continuer le combat. Et justement, c'est vrai qu'après, à travers les médias, Vox TV particulièrement, on a vécu ces moments douloureux, les reportages sur ces illustres disparus. Alors la question, c'est celle de savoir, est-ce que le parti a encore, c'est vrai, vous êtes là, mais c'était quand même vos deux compagnons, certainement qui vous poussaient à l'action aussi. Est-ce que le parti a encore une âme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un avenir? Avenir, oui, certain. – Parce que ils étaient encore vivants quand nous avons décidé, 20 ans après, 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 20 ans après
d'élever le niveau intellectuel du parti. Je dis bien élevé. Donc sont arrivés dans le parti des jeunes talents, brillants. Plus brillants que nous l'étions, nous, à leurs âges. C'est des jeunes de 27, 40 ans, ingénieurs, médecins, patrons d'entreprise et consorts, bourrés de talent. Nous autres, moi, pour ne parler que de moi, j'étais ministre, je n'avais pas 30 ans. Alors ce n'est pas un miracle que des jeunes gens aujourd'hui du Cap, qui ont d'ailleurs plus de talent que moi, puissent diriger. Et j'ai bonne foi que le parti ira beaucoup plus loin. Mais bien sûr, on aurait voulu avoir tous les anciens. Notre rêve était d'être là. Et là, on parle un peu de l'avenir du parti, mais parlons présentement le parti. Qu'est-ce qu'il représente sur l'échiquier national? Qu'est-ce qu'il vaut? C'est peut-être à raison que le ministre de l'administration du territoire à l'époque, M. Zéphirin Mvoulou, n'a pas voulu vous reconnaître parce qu'il n'y a aucune représentation au niveau national. Oui, mais injuste. Il y a une position injuste. Pourquoi? D'ailleurs, je lui ai écrit à cet effet. D'abord pour rappeler que les partis politiques sont de plusieurs ordres. Il y a des partis tribuniciens qui sont créés, par exemple, pour diffuser des idées. Pendant longtemps, la question écologique, qui devient une question centrale aujourd'hui, était juste une question qui habitait quelques personnes. Donc, un parti, c'est bien d'accéder au pouvoir, mais un parti doit avoir des idées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que juger un parti parce qu'il n'a pas participé aux élections, qu'il a contesté parce qu'on a une fausse constitution, ben dans le propos que j'ai dit au ministère, je ne voudrais pas vous rappeler qu'est-ce qu'un parti politique, comment il fonctionne. Parce qu'il n'aurait pas pu faire ça, il n'aurait pas dû faire ça. Alors aussi, c'est la question de comment êtes-vous représenté sur le territoire? Est-ce que vous êtes à Beranzoko? Est-ce que vous êtes à Mungundu Nord ou autre? Est-ce que vous travaillez à corriger ça? Mais ça n'a pas de sens. Ouais. Si vous avez un parti ouvrier, il sera nécessairement là où il y a les ouvriers. Vous ne trouverez pas des milliers d'ouvriers à Mungundu Nord ou à Beranzoko. Donc, demander à des gens qui sont d'un type de parti d'être partout, c'est un non-sens. Mais ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de créer des partis et de supprimer. Mais, Monsieur le Président, ça c'est quand même la réalité aussi. Dans la société congolaise, c'est quand même une formation politique dont beaucoup de gens ignorent, dont on ignore l'existence. Je ne sais... Est-ce que vous y travaillez quand même? Ah ça oui, mais je ne sais pas. Vox TV, et c'est vrai, est un garçon intelligent à Vox TV. Je ne sais pas si vous partez aujourd'hui à Pointe-Noire et vous dites citer 5 partis, on ne citera pas le Cap. Si vous partez à Dolisie, vous dites citer 5 partis, on ne citera pas le Cap. Si vous allez à Kayi, Mosenjo, à Evo, ou autre, on ne citera pas le Cap. Alors bien sûr, il y a sans doute des endroits où non seulement on ne citera pas le Cap, mais on peut aussi ne pas citer Jean Itadi. Malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits au Congo où je n'ai pas passé ma nuit. Je parle au moins, les districts, c'est facile, même des grands villages. Parce que contrairement à d'autres Congolais, je connais le Congo. Mais il y a des gens... C'est peut-être la norme aussi. Hein. Les partis sont résumés à la personne de leur président aussi. Ben, écoutez, Jean Itadi égale Cap, et puis peut-être les gens peuvent s'intéresser. On ne regarde pas les idées qui sont prônées par le parti. Je dois convenir avec vous que l'adhésion à un parti procède d'un certain nombre de choses. Il y a les idées que les créateurs émettent. Il y a aussi ce que sont les créateurs eux-mêmes, leur pratique qui peut attirer les gens. Il est évident que si moi j'étais dans un scandale financier énorme, des jeunes gens ne viendraient pas se salir à côté de moi. Nous n'avons pas de représentativité aujourd'hui dans les structures parce que nous avons refusé de participer aux élections. Et nous avons refusé de participer aux élections parce que nous ne pensions pas que cette constitution, et je ne serais pas surpris, c'est vrai, que les gens pensent la changer. Alors que nous avons justement contesté le fait qu'on ait changé celle qui existait avant. Parce que nous estimions que une constitution, c'est pour longtemps. On l'a changée pour des raisons, j'allais dire, personnelles.
de convenance personnelle, pas parce que le Congo avait besoin de changer de constitution. Si c'était ça, on aurait dû laisser le temps au temps. Oui, Président, ça c'est déjà le passé aujourd'hui. Non, c'est pas le passé, c'est pas le passé parce que oui, ça reste à cause de ça, dans le régime actuel est installé sur la base de changement de constitution. Il s'est installé sur cette base et beaucoup de partis de l'opposition ne se sont pas présentés à cause de ça aux élections. Et jusqu'à l'année dernière, cette année d'ailleurs, vous n'avez pas voulu vous présenter à cause de non, parce que nous estimions. Et l'année prochaine, il y aura des élections législatives et locales. Voilà. Est-ce que là, vous pensez que vous pouvez quand même y aller? Il est souhaitable que le CAP ne soit pas absent, justement, pour que vous ne me posiez pas cette question. Au fond, vous avez créé le parti, pourquoi? Si après ce genre de critiques qui sont objectives, le CAP ne va pas aux élections, on peut se poser la question, mais combien de temps vous allez rester sans participer aux élections? Toute votre vie? Vous aurez donc raté l'occasion de faire que vos idées se traduisent en actions concrètes. Parce que pour que des idées se traduisent en actions, il faut avoir des parcelles de pouvoir. Et dans le cas d'espèce, de conquérir le pouvoir. Oui, donc, il faut aller aux élections. Mais faudrait-il encore que le pouvoir sache que la démocratie doit s'exercer dans le pays et qu'il y ait la volonté au niveau du pouvoir, qui n'est pas manifeste encore aujourd'hui, d'organiser des élections justes, compétitives, libres et transparentes. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui parce que les gens ont encore l'idée de confiscation du pouvoir. Et ils sont arrivés à une extrémité telle qu'il y a ce que j'appelle... Mais peut-être que vous aurez d'autres moyens de pression pour pousser le gouvernement à obtenir les élections telles que vous voulez qu'elles soient organisées. Je souhaite simplement que les dirigeants, pas le gouvernement en fait, parce qu'il s'agit d'abord du chef d'État, c'est lui qui a prêté serment pour dire qu'il devrait être le dirigeant qu'il est en démocratie. Le gouvernement, oui, chaque fois qu'il y a une élection, le gouvernement organise un grand forum, un dialogue. Le gouvernement organise... Est-ce que vous serez prêt à aller à ce dialogue-là? Non, le gouvernement organise un prétexte. Oui, un prétexte. Tous les 2 ans, il organise un prétexte pour faire croire à l'extérieur que je me suis concerté avec les gens. Il y en a eu un. Le dernier, c'est à Madingo. Le CAP était présent. Il n'y avait en fait à Madingo que 2 partis d'opposition qui sont exprimés en tant que tels. Mais à cette occasion, des décisions qui ont été prises à Madingo, voilà la conclusion. Puisqu'il n'y a pas d'accord ici, on doit transmettre des décisions de Madingo au centre pour que le centre s'en saisisse. Qu'est-ce que le pouvoir en a fait? Il s'est assis dessus. Ils sont passés outre. C'est aussi une décision. Hein? C'est aussi une décision d'aller vers les élections, puisqu'il y avait deux points de vue. Non, c'est aussi une décision de ne pas écouter l'opinion. C'est aussi une décision de ne pas consulter réellement. C'est aussi une décision de ne pas vouloir un vrai dialogue. Mais en fait, est-ce que les dictateurs ont besoin de dialogue? Ils s'imposent. Mais sauf que la réalité, là, dictature, dans ce cas-ci, c'est crise, c'est risque de guerre, c'est famine, c'est risque de mort, c'est l'impasse. Et si les gens, après pratiquement 25 ans de gestion de pouvoir, n'acceptent pas la vérité qui est là, à savoir que malgré les immenses moyens, et il y en a eu, le Congo n'a jamais eu autant d'argent que depuis 2002, et qu'on en arrive à cette situation-ci, si les gens n'ont pas le courage de dire on a échoué, bien mon Dieu. Alors bien sûr, vous me direz, pourquoi ils doivent reconnaître ça? Mais s'ils sont démocrates, ils devraient reconnaître et ne pas se cacher derrière... Face aux militants, justement, vous n'avez pas une position claire pour 2022. Vous allez aux élections ou pas? Comment on n'a pas une position? Nous allons aux élections à condition que le pouvoir fasse en sorte qu'elles soient des élections, qu'elles ne soient pas des nominations de copains. En fait, j'allais dire que ce ne soit pas une alliance de copains et de coquins, que ce soit des vraies élections. Alors, des choses du genre 80-85% une élection, arrêtons ça. On sait très bien que les Congolais ne sont pas d'accord avec ce pouvoir. En tout cas, s'ils étaient même, ce ne serait pas à 30%. Peut-être parce que aussi vous avez choisi, vous, de vous éclater au sein de l'opposition. Vous avez refusé de vous mettre ensemble. C'est pourquoi peut-être monsieur Pascal Satima Biala, qui est le premier secrétaire de l'UPADS, le parti dont vous avez appartenu pendant des années avec le professeur Pascal Issouba, et après aussi, vous a tendu la main
Comment vous avez réagi à cela? D'abord, il y a deux choses. Il y a la réaction par rapport à l'unité de l'opposition, parce que il n'y a pas que vous, Vox TV, il y a même l'étranger qui pense parfois ça. C'est une maladie du parti unique qui pense que on peut s'opposer à un régime pour les mêmes raisons. Mais c'est pour les intérêts communs, vous vous mettez quand même ensemble, comme pour les questions d'élection. Mais pourquoi on doit conquérir un pouvoir ensemble pour de mauvaises raisons? Si votre idée, c'est de conquérir le pouvoir pour faire une dictature encore plus forte que celle qui est ici, et si moi, mon désir, c'est de faire qu'il n'en soit pas ici, qu'il n'y ait plus de dictature, pourquoi on doit être ensemble? Et la main tendue de Pascal Sassima Biala? Mais c'est simple. La main de Pascal, je la serre chaque fois que je rencontre Pascal. Si Pascal dit, Jean, discutons, voilà les idées que j'ai pour le Congo. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de la démocratie au Congo? Qu'est-ce que tu penses du développement du Congo? Que tu penses de la gestion des droits et libertés au Congo? On peut parler. Si c'est juste pour me dire, j'ai tendu la main et en plus je peux me poser la question. Non, il parle du retour au parti. Vous qui êtes parti, est-ce que vous pouvez revenir aujourd'hui? Le parti s'ouvre. Il y a beaucoup de gens qui peuvent parler, c'est ça, la main tendue, y compris du retour, parce qu'ils ne savent pas ni dans quelles conditions l'UPADES a été créé, ni ce qu'a été et d'où vient et qu'est devenu l'homme Pascal Lissouba. Beaucoup l'ont vu après la victoire, ou pour certains d'entre eux, un peu plus tôt, après la conférence régionale. Ils ne le connaissaient pas. Donc, évidemment, je comprends. Quand vous vous retrouvez dans un système, quand vous arrivez dans un système comme héritier, j'allais dire, vous ne savez pas ce qui s'est passé avant, vous pouvez vous en prévaloir, et même sans trop comprendre des autres. J'estime que, oui, les Congolais, et pas qu'au niveau du PADES, doivent discuter pour forger des idées communes. Ne fût-ce que pour rejeter ce régime qui est une impasse, qui est dangereux. Est-ce qu'on va nous tendre la main pour que nous gérions ensemble la répartition de 7 postes de députés? Ou est-ce que nous devrons dire, le Congo peut être géré autrement, différemment, il y a des choses à faire, et réfléchissons pour faire mieux que ce qui se passe. Peut-être c'est pour revoir la marche du parti, revenir au point de départ. Certainement, s'il y a eu des erreurs qui ont été commises, justement, c'est pour ça qu'il vous appelle Sassima Biala. Et c'est une bonne démarche, il devait être félicité pour ça. Vous ne voyez pas, non? Je crois que je peux le féliciter pour autre chose. C'est un garçon qui n'est pas bête, ça, je peux le féliciter pour ça, ça c'est clair. Mais je crois que l'UPADES doit d'abord régler son problème. Où est l'UPADES? Je ne suis pas aujourd'hui en mesure de penser que le CAP aurait quelque chose à rougir devant un parti quelconque au Congo. Ni en termes de profusion d'idées, ni en termes de relations extérieures, ni en termes de compétences à l'intérieur, je n'ai pas à rougir. Alors bien sûr, je n'ai pas encore, avec le CAP aujourd'hui, les conseillers départementaux, les députés, les sénateurs ou la présidence au CAP, c'est vrai. Mais il y a un potentiel tel que le gâcher et le mettre dans un truc qui n'a, pour l'instant, pas de vision claire, je ne veux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je trahirai mes camarades qui sont partis là. C'est ça, Monsieur le Président. Nous allons aborder la partie de la politique nationale. Nous allons parler du Fonds monétaire international, le Congo qui est toujours en discussion avec le Fonds monétaire international. Il y a une dernière mission. Les résultats sont toujours mitigés. On se satisfait aujourd'hui d'avoir une dette peu soutenable. Vous aviez été ministre dans ce pays, mines et énergie, finances et tout. Vous connaissez ces choses-là, comment ça fonctionne. Est-ce que d'abord, il faut au Congo aujourd'hui avoir à relancer cet accord avec le Fonds monétaire international et débloquer les versements qui ont été bloqués justement pour le non-respect des accords avec le Fonds, les conditions avec le Fonds monétaire international? Bon, d'abord, une petite chose, j'ai occupé certes beaucoup de départements ministériels. Et aux finances, je n'ai été qu'intérimaire, mais pas ministre nommé comme tel. Mais effectivement, sur le plan économique, j'ai occupé la plupart des autres départements économiques, aussi bien avec le président Sassou qu'avec le président Lissouba d'ailleurs. C'est la première chose. Le Fonds monétaire, est-ce que le Congo a le choix au fond? Nous sommes endettés, et ça, on y reviendra, pour des raisons qui ne sont pas toujours justifiées.
Je dis bien pour des raisons qui ne sont pas toujours justifiées. Comment faire pour que le Congo puisse se développer? Nos ressources propres proviennent essentiellement du pétrole, dont on sait que non seulement la production est en baisse, mais encore que les prix ne sont plus du niveau de 100-150 $ le baril qu'on a connu il y a pas longtemps. Il nous faut donc aller au FMI. Il faut donc, pour négocier la dette en question, qui n'est pas toujours justifiée, comme je dis, avoir quelqu'un qui nous aide à le faire. Et l'accord avec le Fonds monétaire facilite justement la question de la gestion de la dette, des négociations avec aussi bien les partenaires commerciaux ordinaires que les États, donc le Club de Londres ou le Club de Paris. C'est pour ça que c'est nécessaire. Et ensuite, il faut bien se le dire, l'intérêt du Fonds monétaire, c'est que il nous impose un certain nombre de mesures. Le Jean Itadi d'avant n'aurait pas dit le Fonds monétaire, c'est la solution. Mais le Congo d'aujourd'hui est tel que le Fonds monétaire est indispensable. Je prends le cas. On a parlé des 14 000 milliards des générations futures. C'est peut-être que vous êtes mieux informés que moi. Après tout, vous êtes la presse. Ils sont au Trésor. Ils sont à la Banque centrale. Ils sont où? Puisque ce n'est pas de l'argent qui a été utilisé dans les budgets, s'ils ne sont ni à la Banque centrale ni au Trésor. Dans les maisons des gens. C'est quand même l'opposition qui a chiffré que c'était 14 000 milliards. C'est vrai que de temps en temps, le c'était gouvernement... beaucoup plus. Et ça, vous avez raison. C'était 16 000 milliards avant. Il y a eu 1 500 milliards qui ont été payés à la Chine. Nous prenons 14 000 milliards après le paiement de la dette de la Chine. Ce n'est pas l'opposition qui a chiffré, mais j'ai déjà entendu le chef de l'État dire cet argent, on l'a mis dans un compte. Sans donner les chiffres. À votre avis, vous devez demander à qui? Au gouvernement, bien sûr. Non, au président. Oui. Il faut lui demander à lui. Vous avez dit que vous avez mis cet argent parce que nous avions dit qu'il y avait justement ce montant. Il a dit que cet argent n'était pas perdu, il était quelque part dans un compte. Pourquoi on n'arrive pas justement à débloquer les versements avec le Fonds monétaire international? Mais justement, pourquoi vous ne posez pas la question au président de la République? Est-ce que vous pouvez analyser, faire une contribution? Non, si je vous dis poser la question au Premier ministre, on me dira vous demandez à quelqu'un qui vient d'arriver. Et vous, votre analyse, mon analyse, c'est que le président doit nous dire où est-ce qu'il a mis cet argent. Alors, aujourd'hui, le Premier ministre qui vient d'arriver, justement, pense que l'agriculture peut être une belle porte de sortie par rapport à la crise actuelle. Je pense que vous avez fait les études d'agronomie, vous connaissez un peu ce secteur. Vous pensez que c'est effectivement la belle porte de sortie aujourd'hui. Et c'est le moment. Mais quel est le pays qui refuserait de manger? Là où je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, c'est qu'il y a des termes qui ne sont pas employés n'importe comment. Je suis agronome. J'ai été même non seulement cadre, mais j'ai occupé toutes les fonctions du ministère jusqu'à directeur général. Toutes les fonctions techniques et secrétaire général, je les ai occupées. Mais personne ne fait de l'agriculture un moteur du développement dans le monde. Personne. Et le scandale pour moi, c'est que les gens jettent comme ça des idées en pensant que l'agriculture va devenir un moteur de développement. Ce n'est pas possible. Que ce soit un élément important, c'est vrai. Qu'un peuple doit pouvoir manger, c'est vrai. Mais le moteur de développement dans tous les pays du monde, ce n'est pas l'agriculture. Ceci dit, il faut développer l'agriculture. Mais alors, il faut prendre la direction du développement de l'agriculture. J'ai peur que pour l'instant, et je suis mal placé pour juger et le Premier ministre et son gouvernement sur cette affaire, d'abord parce que c'est, comme on dit en anglais, unfair. Je m'adresse à un Premier ministre qui est nouveau, qui n'est pas un professionnel du secteur, donc je ne peux même pas le critiquer pour ça. On vient de mettre un ministre de l'Agriculture qui n'est pas un professionnel du secteur, donc il est nouveau. Ils ont des idées justes ou bonnes, il faut les voir à l'action et leur donner le temps. Mais je crois qu'on peut faire autre chose en matière d'agriculture que ce qu'on nous propose là. A priori, ce que je dis. Mais c'est récemment qu'on est devenu importateur de Ibembadou, là. Vous savez, on appelle des poulets, on appelle ça du nom du Premier ministre de la RDC, Cyril Adoula. Mais
Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a pris cette décision de tuer les femmes qui étaient là? Et Sokavilu et tout ça. Qui a pris cette décision? Qui était au pouvoir à ce moment-là? C'était la crise quand même des années 80, fin années 80. C'est une raison de tuer son agriculture? Les autres pays du monde ne connaissent pas les crises et tuent leur agriculture pour autant? Et pour dépendre d'étrangers? Moi, je trouve que c'est pas sage. C'est pas sage. Tous les éleveurs vous diront nous avons besoin d'aliments de bétail. Que sont devenues les usines d'aliments de bétail? Et il y en avait même ici à côté, à Diata. Non, ne faisons pas comme ça. On va terminer sur la question plus importante aussi, celle de la Covid-19, qui aujourd'hui secoue la société congolaise. Nous sommes en pleine troisième vague et les cas sont en pleine montée. Le gouvernement a pris des mesures, parle de l'opération coup de poing pendant 45 jours. D'abord, vous-même, comment cette crise et quel est le commentaire que vous faites sur la gestion de cette crise au Congo? 3 milliards quand même pour 45 jours pour essayer peut-être de corriger toutes les mauvaises choses. Est-ce que vous êtes convaincu? Non, je dois avouer. D'abord, vous croyez qu'un coup de poing donné à un virus, ça a un effet? C'est sérieux, le virus existe, c'est vrai. Mais c'est aussi sérieux, il y a des maladies qui tuent plus que la pandémie Covid-19. Le palu tue plus, la tuberculose tue plus, les AVC tuent plus. Alors, cette maladie est effrayante. Mais il faut regarder toutes ces questions dans la perspective. Quand je lis les chiffres officiels, que je les vois, parce que vous faites l'amitié chaque jour sur votre écran d'annoncer les chiffres, ce que je ne vois pas sur d'autres chaînes. Je vous félicite pour ça. Est-ce que ça traduit l'évolution réelle? J'ai entendu des autorités dire il y a sûrement beaucoup de morts dans les maisons qui ne se déclarent pas. D'abord, première question, pourquoi les gens meurent dans leur maison? S'il n'y avait pas l'échec de la politique de santé, les gens ne mourraient peut-être pas dans leur maison. Deuxièmement, est-ce que tout le monde est testé pour savoir que ceux qui sont morts dans les maisons sont morts de Covid? Ou même ceux qui meurent dans les hôpitaux sont morts de Covid? Qui peut le dire? Personne ne sait. Troisième chose, autant que je sache, dans le monde, pour l'instant, il n'y a pas une médication annoncée pour dire qu'on peut traiter cette pandémie d'une telle manière. C'est vrai que les gens meurent, et il y a des Congolais qui meurent, et nous avons des proches qui meurent, c'est vrai. Mais un État doit se dire, il meurt des gens, comme il meurt pour le palu, comme il meurt pour d'autres maladies. Si je vous pose la question aujourd'hui, quel est le meilleur vaccin pour les Congolais et à l'intérieur des Congolais? Quel est le meilleur vaccin pour quelqu'un qui a le diabète? Quel est le meilleur vaccin pour quelqu'un qui a la tension? Quel est le meilleur vaccin pour les vieux? Quel est le meilleur vaccin pour les jeunes? Ou la question suivante, ces vaccins-là donnent-ils l'assurance nécessaire? Dieu seul sait qu'on dit parce qu'on n'est plus à l'époque où on ne captait que la télévision nationale, on écoutait que et même là, déjà c'est différent, les médias nationaux, les gens s'informent. Il y a des questions qui se posent, il y a des doutes. Et c'est pour ça que quand le pouvoir dit, on le voit bien, il y a combien? On dit 4 à 5% des Congolais qui sont vaccinés. Je ne connais pas le chiffre exact. 4. Pourquoi il n'y a que ça? Mais c'est peut-être parce qu'on doute du message du pouvoir. Et pourquoi doute-t-on du message du pouvoir? Si le pouvoir avait donné la preuve que tout ce qu'il disait était juste, était vrai, on ne douterait pas dans un cas aussi grave que la maladie. Donc, il faut réfléchir aux vraies solutions. Aux vraies solutions, faire en sorte que le Congo guérisse sans mourir guéri, mais qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et tant que le pouvoir fera ça, tant qu'il ne sera pas convaincu lui-même, il ne sera pas convaincant pour les autres. Voilà, mesdames, on arrive à la fin de cette émission, mais je ne vous laisserai pas sans poser cette question. Beaucoup de vos militants, et peut-être je m'associe à eux aussi, ceux qui pensent, le président il t'a dit, est-ce qu'il vit au siège de son parti, et où est-ce qu'il vit? À Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie,
C'est où son domicile? Généralement, les militants viennent se rassembler devant la résidence du président pour demander les faveurs. Moi, j'aimerais que vous posiez la question au président Sassou. Ah oui, c'est pas votre parrain, le président Sassou. Mais il sait pourquoi je suis à l'hôtel. Jean Itali n'était pas locataire dans ce pays. Jean Itali, dans son parcours, a acquis des biens. Que sont-ils devenus? Pourquoi un homme, un grand-père, est-il dans cette situation? 25 ans, puisqu'on est en 24 ans, bientôt 25 ans, après la guerre de 97. Parce que la guerre de 97 s'est faite, Jean Itali est encore dans les conditions de la guerre de 97. Ses biens sont confisqués. Oui, je peux vous le dire. Et c'est parce que mes biens sont confisqués que je suis obligé, en tant que grand-père, de squatter dans... Et c'est pour ça que chez un de vos collègues, j'appelais « Merci de venir m'interviewer dans mon antre ». C'est bien une antre, c'est pas autre chose. Il n'y a que Tibère qui vivait dans ces conditions. Donc la question, c'est le président Sassou. Lui a la réponse. Donc, vous êtes encore à l'hôtel depuis que vous Parce êtes que la guerre de revenu 97 n'est pas finie dans la tête des gens. Et il croit qu'il y a des gens qui doivent continuer à vivre dans ces conditions, pour les raisons qui sont les leurs. Alors, puisque je ne peux pas habiter leur tête, c'est à eux d'expliquer pourquoi. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous recevions monsieur Jean Itadi. Il est le président du Congrès africain pour le progrès. Avec lui, nous avons évoqué toutes les questions de son parti, les ambitions pour 2022. Et nous avons également parlé de l'actualité nationale. Merci et à la prochaine occasion.